Il existe des moments dans la vie où notre esprit semble accéder à des informations qui défient toute explication scientifique. Des rêves qui deviennent réalité avec une précision terrifiante. Des pressentiments qui sauvent des vies. Des visions qui anticipent des tragédies avant même qu'elles ne se produisent. Durant les 6 derniers mois, j'ai enquêté sur 4 cas extraordinaires qui se sont déroulés ici en France. Des cas qui m'ont fait remettre en question tout ce que je croyais savoir sur les limites de la perception humaine. Chacun de ces témoignages a été minutieusement vérifié, avec des preuves que vous découvrirez tout au long de cette vidéo. Le premier cas implique un livreur à moto de Lyon qui a rêvé avec des détails impossibles d'un accident qui n'avait pas encore eu lieu. Le second, une institutrice de Marseille qui a eu des visions sur une tragédie dans son école. Le troisième, un habitant de Toulouse qui a pressenti un orage dévastateur avec une précision météorologique. Et le quatrième, un ingénieur de Bordeaux qui a rêvé de l'effondrement d'un immeuble où il travaillait. En tant que journaliste, ma formation m'a appris à questionner, vérifier et chercher des explications rationnelles à tout. Mais ce que j'ai découvert dans ces 4 cas défie tout scepticisme. Je ne suis pas là pour vous convaincre de quoi que ce soit, seulement pour partager des témoignages qui ont été soigneusement documentés et qui vous feront peut-être réfléchir sur les capacités inexplorées de l'esprit humain. Chaque histoire que je vais raconter a été vécue par des personnes ordinaires, dans des situations quotidiennes, qui se sont soudainement trouvées face à des informations qu'elles n'auraient pas dû avoir. Des informations qui ont sauvé des vies et changé des destins. Après avoir enquêté là-dessus, vous ne négligerez plus jamais un rêve étrange. Préparez-vous à 4 récits qui vont ébranler vos convictions sur ce qui est possible ou impossible en ce monde. Je vais maintenant raconter le premier cas lié à une motocyclette. Voici comment cela s'est passé, dans les propres mots de la personne qui a vécu cette expérience. Mon nom est Pierre Dubois, j'ai 36 ans, je suis livreur à moto depuis 14 ans ici à Lyon. Je travaille en livrant des médicaments pour une pharmacie dans le quartier de la Presqu'île. C'est un travail que je connais comme ma poche. Je connais chaque rue, chaque feu rouge, chaque nid de poules de cette ville. Du moins, c'est ce que je pensais. C'était un jeudi, 23 mars 2023. Je me souviens de la date exacte car c'est le jour où ma vie a complètement changé. La nuit précédente, j'ai fait un rêve qui m'a profondément marqué. Ce n'était pas un rêve ordinaire, de ceux qu'on oublie 5 minutes après le réveil. Il était si vivant, si réel, que quand j'ai ouvert les yeux à 5h45 du matin, mon cœur battait à tout rompre, comme si j'avais vraiment vécu cela. Dans le rêve, je roulais avec ma Yamaha MT-125 sur le cours Lafayette, près du carrefour avec la rue Servien. Il était exactement 15h42. Je peux me rappeler de l'heure car j'ai regardé l'horloge du tableau de bord de la moto dans le rêve. La circulation était typique d'un jeudi après-midi, embouteillée, nerveuse, avec cette hâte caractéristique de Lyon. J'étais sur la voie de droite, transportant une livraison urgente de médicaments pour une pharmacie rue de la République. Soudain, dans le rêve, j'ai vu une Citroën C3 blanche, plaque EB357CD. Je peux me rappeler de la plaque, car elle est restée gravée dans mon esprit. Sortir d'une place de stationnement du côté gauche de la rue. Le conducteur était un homme d'environ 55 ans, cheveux grisonnants, portant une chemise bleu clair. Le problème, c'est qu'il n'a pas regardé son rétroviseur. Il est simplement sorti avec l'avant de la voiture directement dans ma trajectoire. Dans le rêve, j'ai essayé de freiner, mais la moto a dérapé sur la chaussée mouillée. Il avait plu le matin et il y avait encore de l'eau stagnante sur l'asphalte. Ma Yamaha a glissé et je me suis retrouvé sous un bus de la ligne C3 qui venait juste derrière. L'impact était si réel dans le rêve que j'ai senti la douleur. J'ai senti ma jambe gauche être écrasée. J'ai senti le goût du sang dans ma bouche. J'ai entendu le bruit assourdissant du métal qui se heurte. Et puis, je me suis réveillé. Je me suis levé en sueur froide, le cœur battant la chamade. Ma femme, Sophie, a remarqué que quelque chose n'allait pas.
Je lui ai raconté le rêve, mais elle a ri et m'a dit qu'il était normal d'avoir des cauchemars d'accident quand on travaille autant dans la circulation. « Tu es stressée, chérie. Ça va passer », m'a-t-elle dit. J'ai essayé de me convaincre que ce n'était qu'un rêve. J'ai pris mon café, mis mon équipement de protection comme toujours et je suis parti pour une nouvelle journée de travail. Mais toute la matinée, ce rêve ne sortait pas de ma tête. Chaque fois que je passais sur le cours Lafayette, je sentais une oppression dans la poitrine. Vers 15h25, j'ai reçu un appel pour une livraison urgente rue de la République. Exactement la même rue de mon rêve. Mon sang s'est glacé. J'ai regardé le GPS. Pour y arriver plus rapidement, je devais passer par le carrefour du cours Lafayette avec la rue Servien. Le même endroit du rêve. J'ai pensé refuser la livraison, inventer une excuse, mais j'avais besoin de l'argent. J'ai 2 enfants en bas âge et chaque livraison compte à la fin du mois. J'ai décidé d'y aller, mais je me suis promis d'être extra prudent à ce carrefour. Je suis parti de la base à 15h37. La circulation était exactement comme dans le rêve, embouteillée et nerveuse. Quand je suis arrivé sur le cours Lafayette, mon cœur a commencé à s'accélérer. C'était comme si je revivais le rêve, mais éveillé. À 15h41, je me suis arrêté au feu rouge avant le carrefour avec la rue Servien. J'ai regardé l'horloge du tableau de bord, 15h41. Dans le rêve, l'accident avait eu lieu à 15h42. Il restait 1 minute. C'est alors que j'ai vu, du côté gauche de la rue, une Citroën C3 blanche manœuvrait pour sortir d'une place. J'ai senti mon sang se glacer. J'ai forcé la vue et j'ai réussi à lire une partie de la plaque, AB 357. Mon Dieu, c'était la même voiture du rêve. Le feu est passé au vert et instinctivement j'ai freiné. D'autres motards ont klaxonné derrière moi, irrités. Mais je n'ai pas bougé. Je suis resté à observer la Citroën. Le conducteur, un homme d'âge mûr avec des cheveux grisonnants et une chemise bleu clair, exactement comme dans le rêve, a fini sa manœuvre et a commencé à accélérer pour entrer sur la voie. Il n'a pas regardé le rétroviseur, il n'a pas regardé sur les côtés, il est simplement sorti. Si j'avais continué normalement dans la circulation, à ce moment précis, à 15h42, je serais passé à côté de lui. L'accident aurait eu lieu, exactement comme dans le rêve. Au lieu de cela, j'ai tout vu se passer à distance. La Citroën a envahi la voie de droite juste au moment où un bus de la ligne C3 passait. Le bus a réussi à freiner à temps, mais de peu. Le conducteur de la Citroën ne s'est même pas rendu compte de ce qu'il avait failli causer. Il a continué à rouler comme si de rien n'était. Je suis resté arrêté à ce feu rouge pendant presque 5 minutes, tremblant. D'autres motards continuaient à klaxonner, mais je n'arrivais pas à bouger. J'étais en train de traiter ce que je venais d'assister. Mon rêve était devenu réalité, avec une précision effrayante. Chaque détail était correct. L'heure, le lieu, la voiture, la plaque, le conducteur, le bus, tout. Quand j'ai finalement réussi à reprendre la route, j'ai appelé ma femme, tremblante encore. « Sophie, tu ne vas pas croire ce qui vient de se passer. » Je lui ai tout raconté. Au début, elle a pensé que j'exagérais, que cela pouvait être une coïncidence. Mais quand j'ai commencé à décrire des détails que je n'avais pas racontés le matin, comme la plaque exacte de la voiture, la ligne spécifique du bus, les vêtements du conducteur, elle s'est tue. « Pierre, c'est impossible », a-t-elle dit. « Comment pouvais-tu connaître la plaque de la voiture ?» C'était exactement la question que je me posais. Cette nuit-là, je n'ai pas réussi à dormir. Je pensais à toutes les implications de ce qui s'était passé. Si je ne m'étais pas arrêté au feu rouge, si j'avais ignoré le rêve, je serais mort ou gravement blessé à ce moment-là. Ma famille recevrait un appel de l'hôpital. J'ai décidé d'enquêter. Le lendemain, je suis retourné sur les lieux et j'ai cherché des caméras de sécurité. J'ai découvert qu'un magasin de vêtements au coin avait des caméras dirigées vers la rue. J'ai parlé au gérant, j'ai expliqué que j'avais été témoin d'un quasi-accident et j'ai demandé si je pouvais voir les enregistrements. Il a été gentil et m'a montré les images de la veille vers 15h42. Tout y était. La Citroën blanche sortant de la place, le bus qui passait et moi arrêté au feu rouge, immobile.
Les caméras confirmaient chaque détail de mon récit. Mais ce qui m'a le plus impressionné, c'est de réaliser, en voyant les images, que si j'avais continué à mon rythme normal de travail, je serais passé à cet endroit exactement à 15h42. Le timing était parfait pour que l'accident ait lieu. J'ai demandé une copie des images au gérant, expliquant que cela pourrait être important comme preuve. Il a accepté et m'a donné une clé USB avec le fichier. Depuis ce jour, ma relation avec le travail a complètement changé. Ce n'est pas que j'ai développé une sorte de pouvoir surnaturel. Je n'ai plus jamais fait de rêve prémonitoire comme celui-là. Mais j'ai appris à faire plus confiance à mes instincts, aux signaux que mon corps et mon esprit me donnent. Maintenant, quand je ressens un inconfort ou un pressentiment sur une route ou un horaire particulier, j'écoute. J'ai déjà changé de chemin plusieurs fois à cause d'une sensation étrange. Et je me demande toujours si j'ai évité quelque chose de grave. Mes collègues livreurs ont trouvé l'histoire folle quand je l'ai racontée. Certains ont ri, d'autres sont restés pensifs. Mais quelques-uns m'ont confessé qu'ils avaient aussi eu des expériences étranges dans la circulation. Des moments où quelque chose les avait fait changer de route ou ralentir sans raison apparente, évitant des accidents. Le plus impressionnant, c'est que j'ai commencé à faire des recherches sur les prémonitions et j'ai découvert que je ne suis pas le seul. Il existe des centaines de témoignages similaires à travers le monde. Des personnes qui ont rêvé d'accidents, de catastrophes ou de tragédies avant qu'elles n'arrivent. Les scientifiques appellent cela cognition anomale ou perception extrasensorielle. Mais ils n'arrivent toujours pas à expliquer comment cela fonctionne. Pour moi, le nom scientifique n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que ce rêve a sauvé ma vie. Et il a peut-être aussi sauvé la vie de ma famille, car si j'étais mort dans cet accident, ils se seraient retrouvés démunis financièrement. Aujourd'hui, quand je raconte cette histoire, je termine toujours par le même conseil. Faites attention à vos rêves, à vos pressentiments. Notre esprit est capable de choses que la science ne comprend pas, encore totalement. Et parfois, un rêve apparemment sans sens peut faire la différence entre la vie et la mort. Je n'ai plus jamais sous-estimé le pouvoir de l'intuition. Et je ne passe plus jamais par ce carrefour sans me rappeler du jour où un rêve a tout changé. En écoutant le témoignage de Pierre, je n'arrivais pas à arrêter de penser combien de fois ignorons-nous ces signaux ? Combien de personnes pourraient être vivantes aujourd'hui si elles avaient prêté attention à leurs propres pressentiments? Mais si vous avez trouvé impressionnant un rêve qui a sauvé une vie, le second cas que j'ai enquêté impliquait beaucoup plus que cela. Le second cas impliquant une école était encore plus impressionnant, car il ne s'agissait pas seulement d'une vie en danger, mais de dizaines d'enfants. Et cette fois, ce n'était pas un rêve qui a alerté sur le danger. Mon nom est Françoise Moreau, j'ai 51 ans, et je suis directrice de l'école primaire Jean Jaurès, à Marseille, dans le 3e arrondissement. Je travaille dans l'éducation depuis 26 ans, et je me suis toujours considéré comme une personne pratique, rationnelle, qui croit plus en la science qu'aux superstitions. Cela a complètement changé lors de la 3e semaine de mai 2023. Ce n'était pas un rêve qui m'a alerté sur la tragédie qui allait arriver. C'était quelque chose de bien plus troublant. Une combinaison de signaux dans la nature et de voix chuchotant que personne d'autre n'arrivait à entendre. Tout a commencé le lundi 22 mai. Je suis arrivé à l'école à 7 heures comme toujours, mais j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Il n'y avait pas d'oiseaux dans la cour. Pendant toutes mes 12 années de travail dans cette école, il y avait toujours eu des moineaux, des merles et des pigeons qui jouaient entre les arbres et chantaient aux fenêtres. Mais ce jour-là, un silence total. J'ai pensé que c'était une coïncidence jusqu'à ce que j'entende M. Bernard, notre gardien, commenter que c'est étrange, Madame la directrice. Les petits oiseaux ont tous disparu d'un coup. En 18 ans ici, je n'ai jamais vu ça. Le mardi 23 mai, les oiseaux étaient toujours absents. Mais quelque chose d'encore plus troublant a commencé. Toute la matinée, j'ai entendu une voix féminine chuchoter doucement. « Sortez, sortez, sortez !»
chaque fois que je passais près du bâtiment principal. Au début, j'ai pensé que c'était un enfant qui jouait ou une maîtresse qui parlait doucement. Mais la voix venait de nulle part. Il n'y avait personne près de moi quand je l'entendais. Et toujours le même mot, « Sortez ». Le mercredi 24 mai. Les chuchotements sont devenus plus intenses. La voix disait maintenant des phrases complètes, « Sortez les enfants d'ici » et « Le bâtiment va s'effondrer ». J'ai commencé à être vraiment inquiète. J'ai demandé aux autres membres du personnel si elles entendaient quelque chose d'étrange, mais toutes m'ont regardé comme si j'étais folle. Mais je n'ai pas encore raconté la partie la plus effrayante. Ce mercredi après-midi, une élève de CE2, la petite Léa de 8 ans, m'a apporté un dessin qu'elle avait fait en cours d'art plastique. C'était un dessin simple, coloré avec des crayons de couleur, montrant notre école. Mais il y avait un détail qui m'a glacé le sang. Elle avait dessiné le bâtiment principal fissuré au milieu, avec des briques qui tombaient et des enfants qui couraient. « Quel dessin intéressant, Léa !» ai-je dit, essayant de garder mon calme. « Pourquoi as-tu dessiné l'école comme ça ?»« Je ne sais pas, maîtresse Françoise, » a-t-elle répondu innocemment. J'ai rêvé de ça. Le bâtiment tombait et il y avait beaucoup de bruit. J'ai demandé quand elle avait fait ce rêve. « Hier soir, » a-t-elle dit, « et lundi aussi. » Mon cœur s'est emballé. La petite rêvait de l'effondrement les mêmes jours où j'entendais les voix chuchoter. Sans jamais que nous en ayons parlé ensemble, j'ai gardé le dessin et j'ai décidé d'enquêter plus en profondeur. J'ai parlé avec la maîtresse d'art plastique, Madame Durand, des autres dessins des enfants cette semaine. « Quelle coïncidence que vous demandiez », a-t-elle dit. « Plusieurs enfants ont fait des dessins étranges cette semaine. Tous impliquant l'école avec des problèmes, fissures, pluie qui rentre, bâtiments penchés. » Elle m'a montré 4 autres dessins similaires, faits par des enfants de classes différentes, qui ne se parlaient pas entre eux. Tous avaient dessiné des problèmes structurels au bâtiment principal. Mettez un j'aime si vous avez des frissons, car il y en a encore plus. Cette nuit-là, je n'ai pas réussi à dormir en pensant à cette coïncidence impossible. Des voix qui m'alertaient, des oiseaux qui fuyaient, des enfants qui rêvaient d'effondrement. Tout pointait vers le même danger. Le jeudi 25 mai, je suis arrivé à l'école déterminé à faire une inspection complète du bâtiment. Les chuchotements étaient maintenant constants. « Aujourd'hui, aujourd'hui, aujourd'hui », répétait la voix chaque fois que je m'approchais du côté du bâtiment. À 10 heures du matin, en observant le mur extérieur du premier étage, j'ai entendu un son faible et continu, comme un grincement. J'ai collé mon oreille et j'ai confirmé. Il y avait quelque chose qui clochait dans la structure. J'ai immédiatement appelé l'inspection académique. Mais on m'a dit que les inspections structurelles ne se faisaient qu'après demande formelle avec justification technique. Des voix qui chuchotent et des dessins d'enfants n'étaient pas une justification suffisante. À 12h30, j'ai pris la décision la plus risquée de ma carrière, annuler tous les cours de l'après-midi dans le bâtiment principal. J'ai appelé tous les parents en inventant une maintenance préventive d'urgence. Beaucoup étaient irrités. Certains ont questionné la décision soudaine. J'ai dû mentir, dire que c'était une détermination de l'inspection. Je savais que je pouvais perdre mon emploi, mais les voix criaient « Maintenant ! Sortez tous, maintenant !» À 15 heures, la cour était vide. J'étais dans mon bureau quand j'ai entendu le son que je n'oublierai jamais. Un craquement fort suivi d'un grincement croissant. J'ai couru à la fenêtre et j'ai vu une fissure gigantesque s'ouvrir dans le mur latéral du bâtiment. En quelques minutes, tout le côté du premier étage s'est effondré. Des tonnes de béton et de briques sont tombées exactement là où, un jour normal, 35 enfants auraient été en train de jouer à la récréation. Le bruit était assourdissant. Les voisins ont appelé les sapeurs-pompiers en pensant qu'il y avait eu une explosion. L'école était pleine de secouristes en 15 minutes. Et alors, j'ai découvert quelque chose qui m'a empêché de dormir pendant des semaines. Pendant que les pompiers enquêtaient sur les décombres, ils ont trouvé quelque chose d'impossible à expliquer. Des traces de pattes d'oiseaux humides dans la cour, comme si des dizaines d'oiseaux avaient atterri là quelques minutes avant l'effondrement. Mais il n'avait pas plu. Et il n'y avait pas d'oiseaux à l'école depuis une semaine.
Le capitaine des pompiers, commandant Lemaire, m'a demandé comment nous avions été si prévoyantes en annulant les cours. Je lui ai raconté les voix, les dessins des enfants, les oiseaux qui avaient fui. Il m'a regardé avec étonnement. « Madame, si ces enfants avaient été ici, nous aurions affaire à de multiples victimes mortelles, a-t-il dit. Comment avez-vous pu prévoir cela? Les jours suivants, des ingénieurs ont découvert que la structure avait été compromise par des infiltrations qui avaient causé la corrosion des armatures. L'effondrement était inévitable, selon le rapport technique. Mais ce qui m'impressionne le plus encore aujourd'hui, c'est la synchronisation des alertes. Voix qui chuchotent, oiseaux qui fuient, enfants qui rêvent, comme si la nature elle-même et les esprits les plus purs, ceux des enfants, essayaient de nous prévenir. La petite Léa m'a cherché une semaine après l'accident. « Maîtresse Françoise, vous avez entendu la voix de la dame aussi. Quelle voix, Léa? La dame qui n'arrêtait pas de chuchoter de sortir de l'école. Ma grand-mère a dit que ça peut être des anges gardiens qui préviennent des dangers. » Je suis resté sans voix. La petite avait aussi entendu les voix. Et j'ai découvert que 3 autres enfants avaient rapporté des expériences similaires, chuchotements, rêves, sensations étranges la semaine précédant l'effondrement. Aujourd'hui, quand quelqu'un me demande comment j'ai réussi à prévoir la tragédie, je réponds toujours, ce n'est pas moi qui ai prévu. C'étaient les signaux que la nature et les enfants envoyaient. Je n'ai fait qu'écouter. J'ai appris que les enfants et les animaux sont plus sensibles aux énergies et aux dangers que nous, adultes, ignorons. Et que parfois, une voix qui chuchote peut être l'alerte qui sauve des dizaines de vies. L'histoire de Françoise m'a fait réfléchir sur notre capacité à percevoir des signaux qui vont au-delà des 5 sens. Quand j'ai fini de documenter son cas, une question résonnait. Serait-il possible que la nature et les esprits les plus purs soient capables de détecter des dangers que notre logique d'adulte ignore? C'est en pensant à cela que je suis arrivé au 3e témoignage. Le 3e témoignage sur un orage défie toute explication scientifique, mais cette fois, ce n'était pas à travers des connaissances techniques impossibles. C'était à travers quelque chose d'encore plus troublant. Mon nom est Antoine Lefebvre, j'ai 43 ans et je suis technicien de maintenance. Je travaille à réparer des appareils électroménagers et des systèmes de chauffage à Toulouse. Je ne suis pas météorologue, je n'ai pas étudié la climatologie, j'ai à peine fini le lycée. Ma connaissance du temps se limite à savoir s'il va pleuvoir ou faire beau en regardant le ciel. Du moins, c'était comme ça jusqu'à la première semaine de février 2023. Ce qui m'est arrivé n'était pas un rêve vivant ni des voix qui chuchotent. C'était quelque chose de bien plus étrange. Pendant 3 jours consécutifs, j'ai eu la sensation écrasante d'avoir déjà vécu un orage dévastateur qui n'avait pas encore eu lieu. C'était un déjà-vu extrême, combiné à des changements d'humeur que je n'arrivais pas à expliquer. Tout a commencé le lundi 6 février. Je me suis réveillé avec une sensation étrange, comme si je venais de vivre quelque chose de traumatisant, mais je n'arrivais pas à me rappeler quoi. Toute la journée, chaque endroit que je visitais me donnait une sensation troublante de « j'ai déjà été ici pendant un orage ». Je passais par l'avenue Jean Jaurès et je pensais « ici, il va y avoir de la grêle de la taille d'œuf ». Je regardais les pylônes électriques et j'avais une certitude absolue, la foudre va tomber là. C'étaient des pensées qui venaient de nulle part, mais avec une conviction qui m'effrayait. Le plus étrange, mon humeur a changé drastiquement sans raison. Je me suis réveillé joyeux, mais à 10 heures du matin, je suis tombé dans une dépression profonde. Je n'arrivais pas à arrêter de pleurer, comme si j'anticipais une perte terrible. Le mardi 7 février, le déjà-vu est devenu encore plus intense. Chaque bulletin météo que je regardais me donnait des frissons, comme si j'avais déjà vu ces images avant. Le problème, c'est que les météorologues prévoyaient du beau temps pour les jours suivants. Mais j'avais une certitude absolue qu'un orage dévastateur aurait lieu le jeudi 9 février, à 16h47.
Je ne sais pas comment je connaissais l'heure exacte, mais c'était une information gravée dans mon esprit, comme si c'était un vrai souvenir. Je n'ai pas encore raconté la partie la plus effrayante. Le mercredi 8 février, j'ai appelé ma mère, Madame Colette, 76 ans. Pendant notre conversation, j'ai eu un flash soudain, comme un souvenir qui n'était pas le mien. Je l'ai vu être frappé par une branche d'arbre à l'arrêt de bus, près de l'église Saint-Cernin, dans le quartier du Capitole. Le souvenir était si vivant que j'ai commencé à pleurer au téléphone. « Qu'est-ce qui se passe, mon fils? Pourquoi tu pleures? Maman, ne sors pas de chez toi jeudi après-midi, je t'en supplie. Antoine, quelle exagération. J'ai rendez-vous chez le médecin à 15 heures. Alors vas-y le matin, repousse, fais n'importe quoi, mais ne sors pas après 15 heures. » Elle s'est inquiétée de mon état émotionnel, mais a accepté d'essayer d'avancer le rendez-vous. Elle a réussi à le reprogrammer à 10 heures du matin. Toute la journée du 8, ma dépression a augmenté. C'était comme si j'étais en deuil de quelque chose qui n'était pas encore arrivé. Je n'arrivais à expliquer à personne. Comment dire qu'on est triste à cause d'un orage qui n'existe pas encore? Le jeudi 9 février, je me suis réveillé avec une sensation de panique. C'était comme si mon corps savait que quelque chose de terrible allait se passer. À 15 heures, j'étais au travail quand j'ai senti un changement soudain dans la pression atmosphérique. Mes oreilles ont commencé à se boucher et soudain, tous les souvenirs du déjà-vu ont commencé à se matérialiser dans la réalité. À 15h48, le premier tonnerre a résonné sur la ville, exactement comme je me souvenais. En 10 minutes, le ciel était noir comme ma dépression des derniers jours. À 16h35, j'ai appelé ma mère. « Merci d'avoir changé le rendez-vous, maman. Regarde un peu cet orage. » À 16h47, exactement l'heure qui était gravée dans mon esprit, l'orage a atteint son pic. De la grêle de la taille d'œuf a commencé à tomber sur l'avenue Jean Jaurès, exactement comme je m'en étais souvenu. La foudre a frappé le pylône électrique que j'avais visualisé, causant une panne de courant dans plusieurs quartiers. Des arbres centenaires sont tombés sur la place du Capitole, bloquant la circulation, et ce qui m'a empêché de dormir pendant des semaines. Le lendemain, j'ai découvert qu'un arbre était tombé exactement sur l'arrêt de bus, près de l'église Saint-Cernin à 16h53. Si ma mère avait maintenu son rendez-vous original, elle aurait attendu le bus à cet endroit, à cette heure-là. Un témoin a raconté aux journaux avoir vu une dame âgée avec un sac à main rouge quitter l'arrêt 5 minutes avant que l'arbre ne tombe. Mais ce n'était pas ma mère, c'était quelqu'un d'autre qui a eu de la chance. Le plus troublant, quand l'orage s'est terminé, ma dépression inexplicable a disparu instantanément. C'était comme si mon humeur avait été synchronisée avec un événement futur, anticipant la tristesse que la tragédie causerait. J'ai cherché à comprendre ce qui s'était passé. J'ai parlé avec un psychologue, Dr Martin Rousseau, et je lui ai raconté le déjà-vu extrême et les changements d'humeur. Antoine, vous avez décrit quelque chose qu'en psychologie nous appelons précognition émotionnelle, m'a-t-il expliqué. Certaines personnes arrivent à ressentir l'impact émotionnel d'événements futurs avant qu'ils n'arrivent. C'est rare mais documenté. Peut-être. Mais comment expliquer que je connaissais des horaires exacts et des lieux spécifiques à travers des souvenirs qui n'étaient pas encore des mémoires? Depuis, j'ai appris à faire attention à mes changements soudains d'humeur. Quand je me réveille déprimé sans raison ou quand j'ai des sensations de déjà-vu très intenses, je note tout et je reste alerte. J'ai déjà remémoré 2 autres situations avant qu'elles n'arrivent. Une inondation dans le centre-ville et un accident de circulation sur le périphérique. Dans les 2 cas, j'ai réussi à alerter des proches. J'ai découvert que notre esprit peut expérimenter des événements futurs comme s'ils étaient des souvenirs du passé et que notre état émotionnel peut être connecté à des événements qui n'existent pas encore dans le présent. Aujourd'hui, quand quelqu'un me demande comment j'arrive à prévoir le temps, je réponds « Je ne prévois pas, je me souviens ». Après avoir écouté Antoine, j'ai commencé à me questionner sur la nature linéaire du temps. Comment est-il possible de se souvenir de quelque chose qui n'est pas encore arrivé? Serait-il possible que notre conscience
ait accès à des informations au-delà du présent? C'est cette question qui m'a mené au dernier cas de cette enquête. Et j'avoue que ce témoignage a été celui qui a le plus ébranlé mes convictions. Mais c'est le quatrième cas impliquant un effondrement qui a brisé toutes mes convictions d'enquêteur. Ce témoignage ne présente pas de preuves physiques conventionnelles, mais quelque chose de bien plus troublant. Des coïncidences qui défient toute probabilité statistique. Mon nom est Michel Garnier, j'ai 54 ans et je suis ingénieur civil depuis 27 ans. Je travaille à Bordeaux, spécialisé dans l'analyse structurelle d'immeubles. Ma carrière a été construite sur des données, des calculs, des preuves concrètes. Je suis sceptique par nature et par formation professionnelle. Cela a complètement changé pendant la première semaine d'août 2023. Ce qui m'est arrivé n'était pas un rêve technique détaillé, ni une vision avec des données impossibles. C'était quelque chose que la science lutte encore à expliquer, une séquence de coïncidences si impossibles, statistiquement, qu'elles ont fini par sauver des dizaines de vies. Tout a commencé le lundi 31 juillet 2023. Toute la journée, j'ai commencé à remarquer le chiffre 9 apparaissant dans des endroits impossibles. Je ne parle pas de paranoïa ou de recherche de motifs, je parle d'occurrences qui défient toute logique. Je me suis réveillé à 9h09. Mon réveil était programmé pour 9h, mais avait retardé de 9 minutes sans explication. Mon café a coûté 9,99 €. Le tramway que j'ai pris était le 999. Mon code de carte bancaire, que j'utilise depuis 12 ans, a été refusé jusqu'à ce que j'essaie 9,99 €. Code que je n'avais jamais utilisé. Le mardi 1er août, c'était les chiffres 17, 24 et 9 ensemble. Ma commande au restaurant était le numéro 1724. J'ai reçu 17 emails exactement à 9h24. La facture d'électricité est arrivée d'un montant de 170,24 €. L'ascenseur de mon immeuble s'est arrêté tout seul au 17e étage, a ouvert la porte, puis est descendu au 9e étage. Mais je n'ai pas encore raconté la partie la plus effrayante. Le mercredi 2 août, les coïncidences se sont intensifiées de façon troublante. Mais maintenant, ce n'était plus seulement des chiffres, c'était des signaux liés à l'immeuble de bureau Tour Aquitaine, où mon entreprise avait un bureau au 12e étage. Je me suis réveillé avec une intuition écrasante. N'allez pas au bureau lundi. Ce n'était pas une voix, ni une vision. C'était une certitude absolue, comme savoir que 2 + 2 = 4. Pendant la journée, j'ai rencontré 9 personnes différentes qui m'ont demandé spontanément des questions sur la sécurité structurelle d'immeubles anciens. Un chauffeur de taxi, une vendeuse de sandwich, un client à la banque, tous ont abordé le sujet sans que je mentionne ma profession. À la pharmacie, l'employé m'a donné par erreur un médicament pour l'anxiété en altitude. Au supermarché, le ticket de caisse est sorti avec les chiffres 9, 17, 24 surlignés en gras. Ce n'était pas mon impression. D'autres clients dans la queue ont commenté l'imprimante défectueuse. Dites-moi en commentaire, croiriez-vous à de telles coïncidences? Le jeudi 3 août, les coïncidences sont devenues impossibles à ignorer. Toute la journée, des inconnus m'ont abordé pour parler spécifiquement de la Tour Aquitaine. Une dame à l'arrêt de tram m'a demandé « Vous travaillez dans cette tour de bureau, rue telle. J'ai fait un rêve étrange à son sujet. » Un serveur au déjeuner a commenté sans que je demande « Mon cousin travaille à la Tour Aquitaine. Il dit qu'il entend des bruits bizarres. » Un garagiste où j'ai emmené ma voiture a dit « Monsieur, vous ne travaillez pas dans cette tour près du centre commercial ?» Ma femme a rêvé qu'elle s'effondrait. C'était 9 personnes différentes, dans des lieux différents, qui me parlaient du même immeuble où je travaillais. La probabilité statistique que cela arrive naturellement est pratiquement nulle. Cette nuit-là, j'ai pris une décision que mes collègues ont trouvée folle. Annuler toutes les réunions de la semaine suivante au bureau. J'ai inventé un audit de sécurité préventif et j'ai suggéré que tout le monde travaille à domicile. Le vendredi 4 août, les coïncidences ont atteint un niveau qui m'a vraiment effrayé. Je suis sorti de chez moi et il y avait 9 oiseaux morts dans le jardin de mon immeuble. Le gardien a dit qu'il n'avait jamais vu ça en 22 ans de travail.
Sur le chemin du travail, j'ai été témoin de 3 accidents de voitures différents, tous impliquant des voitures écrasées par des objets lourds, tombant d'en haut. Un poteau, un arbre et un panneau publicitaire. En arrivant au bureau, j'ai découvert que l'ascenseur était en panne et ne s'arrêtait qu'aux étages 9, 18 et 27, multiples de 9. Le technicien a dit que c'était la panne la plus étrange qu'il ait vue. Pendant la journée, 17 personnes différentes, incluant clients, fournisseurs et collègues, ont annulé des réunions prévues pour lundi avec des pressentiments étranges. Il n'y a pas eu d'entente. Chacun a appelé. Indépendamment avec des justifications similaires, je ne me sens pas bien, j'ai fait un mauvais rêve, mon intuition m'alerte, et alors, j'ai découvert quelque chose qui m'a glacé le sang. À l'heure du déjeuner, je suis descendu au sous-sol chercher quelque chose dans ma voiture et j'ai trouvé Monsieur Dupont, le gardien, en train d'observer une des colonnes de soutènement avec une loupe. Monsieur Michel, vous qui êtes ingénieur, pourriez-vous regarder ici? Il m'a montré une fissure presque imperceptible dans la colonne principale. Avec mes instruments, j'ai confirmé. C'était une fissure structurelle sérieuse, mais qui nécessiterait une analyse plus détaillée pour déterminer le risque. Depuis quand avez-vous remarqué ça, Monsieur Dupont? J'ai commencé à le remarquer lundi dernier, le 31, mais ce n'est qu'aujourd'hui que j'ai décidé d'y regarder de près. C'était exactement quand mes coïncidences impossibles avaient recommencé. À ce moment-là, j'ai compris que ce n'étaient pas des coïncidences aléatoires. C'étaient des alertes. Une force quelconque, je ne sais laquelle, essayait de m'avertir d'un danger imminent. J'ai immédiatement demandé une inspection structurelle d'urgence. J'ai réussi à convaincre le syndic d'engager une entreprise spécialisée pour lundi 7 août. Le week-end, je n'ai pas réussi à me détendre. L'intuition de « n'y allez pas lundi » était plus forte que jamais. J'ai décidé de prolonger le télétravail, quelques jours de plus, jusqu'à ce qu'on ait le rapport d'inspection. Le lundi 7 août, à 17h24, horaire qui était apparu des centaines de fois dans mes coïncidences, j'ai reçu un appel du syndic. « Michel, vous nous avez sauvé la vie. L'immeuble s'est effondré. » La tour Aquitaine s'était complètement effondrée, commençant par la colonne que Monsieur Dupont avait identifiée. L'ingénieur de l'inspection était en train de faire l'analyse quand la structure a cédé. Il a réussi à sortir en courant et alerter les derniers employés dans l'immeuble. Seulement 4 personnes étaient dans l'immeuble au moment de l'effondrement. Toutes ont réussi à s'échapper car l'effondrement a commencé lentement, donnant le temps pour l'évacuation. Si ça avait été un jour normal de travail, il y aurait eu plus de 90 personnes dans l'immeuble. Mais ce qui m'impressionne le plus encore aujourd'hui, ce n'est pas d'avoir évité la tragédie. C'est la précision des coïncidences. Tous les chiffres qui sont apparus, 9, 17, 24, correspondaient exactement à la date. 7 août, Charles, 7 plus 8, Bolzer, plus 2 plus 3, 20, mais dans les détails, l'heure était 17h24. Et au nombre de personnes qui seraient mortes si l'immeuble avait été plein. Comment est-il possible que des informations sur un événement futur se manifestent à travers des coïncidences impossibles? Les jours suivants, j'ai découvert que 18 autres professionnels qui travaillaient dans l'immeuble avaient rapporté des pressentiments étranges la semaine précédente. Des architectes qui ont annulé des réunions par anxiété inexplicable. Des comptables qui ont reporté des rendez-vous à cause de mauvais rêves, des avocats qui ont décidé de travailler à domicile par intuition. Nous avons tous été alertés de façon différente, mais convergeant vers le même résultat, éviter l'immeuble le lundi 7 août. La science n'explique pas encore comment des événements futurs peuvent influencer le présent à travers des synchronicités impossibles. Mais les preuves sont incontestables. Notre réalité peut nous envoyer des signaux à travers des coïncidences qui défient toute probabilité. Aujourd'hui, quand je vois des motifs répétitifs de chiffres, quand plusieurs personnes me parlent du même sujet spontanément, quand des coïncidences s'accumulent de façon statistiquement impossible, je fais attention. J'ai appris que l'univers peut avoir des façons de nous communiquer des dangers à travers des canaux que nous ne comprenons pas.
et qu'ignorer des coïncidences impossibles peut coûter des vies. Depuis, j'ai développé un protocole personnel. Quand des coïncidences s'accumulent au-delà du statistiquement probable, investigation technique immédiate. J'ai déjà identifié des problèmes structurels dans 2 autres immeubles en utilisant cette méthodologie. L'expérience m'a enseigné qu'il existe des formes de connaissances qui transcendent notre compréhension actuelle et que parfois, une séquence de coïncidences peut être l'alerte la plus précise que nous puissions recevoir. Après avoir enquêté sur ces 4 cas extraordinaires, le livreur à moto de Lyon, la directrice de Marseille, le technicien de Toulouse et l'ingénieur de Bordeaux, j'ai trouvé des motifs qui défient toute explication scientifique conventionnelle. Mais ce qui m'a le plus troublé, c'est de découvrir, à la fin de cette enquête, que je n'ai pas été le seul journaliste à documenter ces cas. J'ai trouvé des enregistrements de 3 autres enquêteurs qui, indépendamment, sont arrivés aux mêmes personnes, dans les mêmes lieux, avec les mêmes témoignages, comme si ces histoires voulaient être racontées. Le motif que j'ai trouvé est encore plus fascinant. Tous étaient des personnes ordinaires, sans historique d'expérience paranormale. Mais chacun a reçu des alertes de façon complètement différente. 4 types différents de prémonitions. 4 formes distinctes pour notre esprit d'accéder à des informations sur l'avenir. Tous ont sauvé des vies en faisant confiance à quelque chose qu'ils n'arrivaient pas à expliquer rationnellement. En tant que journaliste d'investigation, j'ai cherché des explications scientifiques, perception subliminale, sensibilité aux signaux environnementaux, traitement inconscient de données. Mais la précision des détails et la variété des méthodes de réception ne peuvent pas être expliquées par des théories conventionnelles. Peut-être notre esprit est-il capable d'accéder à des informations de façon que nous ne comprenons pas encore. Peut-être existe-t-il des canaux de perception que la science commence à peine à découvrir. Peut-être le temps n'est-il pas aussi linéaire que nous le croyons. Ce que je sais avec certitude, c'est que j'ai été témoin de preuves documentées de capacités humaines extraordinaires. Et que faire confiance à l'intuition, qu'elle soit physique, émotionnelle, sensorielle ou à travers des motifs, peut faire la différence entre la vie et la mort. Chacun de ces 4 cas m'a enseigné quelque chose de différent sur les limites de la perception humaine. Et tous m'ont fait questionner combien de fois ignorons-nous des signaux qui pourraient sauver nos vies? Dites-moi en commentaire, lequel des 4 cas vous a le plus marqué? Avez-vous déjà eu une expérience comme ça? Avez-vous déjà ressenti des pressentiments qui vous ont fait changer de décision? Quel type d'alerte pensez-vous qu'il serait plus facile de reconnaître? Si ces histoires vous ont fait réfléchir sur les limites de l'esprit humain, mettez un j'aime pour soutenir la chaîne et abonnez-vous pour ne rater aucune enquête. J'apporte toujours des cas qui vont ébranler vos convictions sur ce qui est possible. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui doit arrêter d'ignorer ses propres instincts. Car après avoir entendu ces 4 témoignages, une chose est sûre, notre esprit est bien plus puissant que nous l'imaginons. Et souvenez-vous, faites attention à vos signaux, qu'ils soient des frissons inexplicables, des voix qui chuchotent, des sensations de déjà-vu ou des coïncidences impossibles. Ils essaient peut-être de sauver vos vies. Ceci est une œuvre de fiction, inspirée de témoignages réels de prémonitions. Son but est d'offrir une réflexion sur l'intuition humaine et les connexions inexplicables. Elle ne remplace pas les conseils professionnels.